cuisiner, c'était très pittoresque. Autre bel édifice qu'on remarque quand on arrive chez vous, c'est l'église. Ah, l'église, très belle église. Très belle église, fortifiée, oui. Elle date de l'époque de 1306, de l'époque de Clément V d'ailleurs. Ah oui, elle date des papes. Des papes, oui, oui. C'est une très belle église. Et je crois qu'elle possède d'autre part un instrument, des orgues particulièrement il y a un imposants. orgue vraiment de 18e alors, qui est magnifique. Fait au sarment. À Malaucène, Michel Galabru est dans la vie comme à la scène. Il rigole, mais il bosse. Il participe à 2 des 4 spectacles prévus au programme cette année. Il fait ça pour ses copains qui habitent ici. Ses copains m'ont persuadé de venir pour faire un spectacle ici à Malaucène. Malaucène, c'est un petit village au pied du Mont Ventoux, un village absolument charmant, comme vous avez pu voir, très joli. C'est une région évidemment une des plus belles de France, et j'ai cru au début que ça serait un spectacle comme ça, un peu ringard, on se mélangerait avec des amateurs, on s'amuserait, et puis maintenant, voilà que ça prend de l'extension, voilà que maintenant nous en sommes à 9 représentations, peut-être un peu exagéré. Voilà que nous faisons une création avec le grand dramaturge Eduardo Manet. Mais son fief, c'est Flassan et Ville-sur-Ozon. J'habite à 3 km du village et bon, tous les jours j'allais à l'école en vélo, je revenais à midi et je retournais à 2h. Et bon, c'est peut-être comme ça aussi que j'ai aimé le vélo, et en voyant les autres en faire, c'est ça qui m'a donné le goût à partir de 13 ans à faire des compétitions. Il y en a beaucoup, quand ils arrivent à l'âge de 17-18 ans, qu'ils ont le permis de voiture, bon, ben, ils préfèrent mieux aller sortir, aller en boîte que faire du vélo. Bon, moi j'aimais bien ce sport et je voulais en faire ma carrière, et j'ai toujours été sérieux. C'est peut-être ça qui a payé. Le Ventoux, en tant que tel, il est considéré par les cyclistes un peu comme un juge de paix. Oui, il est assez spécial. Bon, on monte à 2000 mètres en 18 km ou 15 km même. Et bon, c'est très dur, on a du mal à respirer. Et le pourcentage est régulier, on monte toujours à 10%. Il n'y a jamais d'endroit pour récupérer. Et c'est pour ça que les coureurs ils craignent beaucoup. Avec la chaleur, il est assez dur comme col. On dit qu'il y a un endroit où on étouffe, il y a une espèce de trou là. Oui, surtout du côté de Bédouin, là, à partir du virage, à partir du 10e kilomètre à peu près, on a du mal à respirer jusqu'au chalet Rénard. Peut-être un peu à cause de ça aussi que tous les coureurs le craignent. Qu'est-ce que c'est l'entraînement d'un coureur en hiver? L'entraînement en hiver, on fait 2-3 heures tous les jours. Un jour je vais faire entre 2 et 3 heures de VTT dans le Ventoux justement. Comme il y a beaucoup de chemin et tout, je rentre chez moi et je monte directement jusqu'au chalet Rénard. Et puis les autres jours je fais un peu de footing le matin, une demi-heure, après je fais 1h30 de musculation, puis une demi-heure ou 20 minutes d'entraîneur pour placer bien les muscles. Puis voilà, puis l'après-midi je travaille un peu dans les champs pour passer la journée. Dignan, c'est quand même, il faudrait le classer monument historique. Je crois que Trintignant est quelqu'un à part. D'abord vauclusien, il a marqué le Ventoux à 3 reprises par des victoires et 2 records. Donc je crois que Trintignant c'est quelque chose d'à part et c'est fondamental. C'est le père d'une génération de passionnés. Puis il a commencé avec quoi comme voiture? Au Ventoux, sur Gordini, mais avant la guerre, il a commencé en Grand Prix sur Bugatti. Et il a fini? Et il a fini en 64 sur BRM. C'est une des plus belles et des plus complètes carrières automobiles de l'histoire de l'automobile. C'est quoi cet engin? 3 roues? Ça, c'est un Morgan de 1920, une voiture anglaise qui était non pas une voiture mais un cycle-car, c'est-à-dire qui répondait à des normes de poids inférieures à 350 kg. Peu à peu, la station s'éveille et chacun sait que tout à l'heure, elle fera le plein de skieurs ou de personnes venues passer une journée au grand air.
Savez-vous qu'il y a en Vaucluse environ 7000 skieurs licenciés? 750 sont inscrits au ski club du Mont-Serein. Parmi ceux-ci, de nombreux coureurs sont classés en séries nationales et régionales. Presque chaque dimanche, il y a des compétitions. Mais arrêtons-nous de parler et regardons. Ni Provence, ni Comtat. Le pays de Sceaux fut de tout temps un pays à part. C'est Loudagout qui fit de ces hautes terres un havre, pays refuge, loin de l'agitation des plaines. Du Val de Sceaux au pays d'Albion, on vivait de la polyculture et de l'élevage, jusqu'à ce que l'or bleu, la culture de la lavande, fasse la fortune du plateau. C'était l'époque où les courses de chevaux sur l'hippodrome de Sceaux avaient un renom plus que régional. Il y avait de l'argent. Développer la culture de l'épeautre, céréales traditionnelles comme alternative à l'agriculture. L'armée, installée à Saint-Christol, a apporté un peu d'oxygène à l'économie. Mais les données stratégiques ayant changé, qu'adviendra-t-il des missiles d'Albion? Reste, bien sûr, le tourisme. Mais de Monieux à Aurel et de Sceaux à Saint-Christol, on s'interroge. Sera-ce suffisant pour conserver la vie sur le plateau? Il est toutes sortes d'artistes. Les peintres, les sculpteurs, les musiciens. André Boyer, lui, a choisi la gastronomie. André Boyer, quelle est cette architecture? Ce sont les dernières phases de la fabrication d'un monument pour les journées gourmandes de Vaison-la-Romaine. C'est quoi, la solidarité? Oh, c'est un peu la solidarité, c'est pour attirer peut-être plus de monde pour ce salon. Et nous avons voulu faire une pièce artistique, je pense, qui plaira aux gens. Nous avons reproduit les lunettes de Vaison-la-Romaine. Nous sommes nougatiers à Sceaux depuis mon arrière-grand-père et j'en suis la 4e génération. Nous avons débuté en 1887. Moi, c'est mon père qui m'a transmis tout son savoir-faire tant que je l'avais. Et est-ce que après André Boyer, il y aura quelqu'un pour continuer la... Mais j'ai deux fils. J'ai deux fils, Laurent et Claude. Laurent qui est déjà en apprentissage de pâtisserie chez un grand pâtissier aux Angles. Et mon autre fils Claude qui a que 14 ans, mais je pense qui est intéressé aussi par la profession. Sceaux est un pays très touristique. Nous sommes à 800 mètres d'altitude, une station verte et climatique. Et les gens viennent souvent s'oxygéner le week-end et même en semaine, bien sûr. Oui, ils viennent s'oxygéner,
Mais enfin, ils viennent aussi parce que c'est des pays de bonne chair. C'est un pays où nous avons de très très bons produits. On ne peut pas tous les énumérer, mais le miel, la charcuterie, le nougat, la lavande, l'épeautre maintenant, puisque nous avons relancé l'épeautre sur le plateau de Sceaux. Et comme tout le monde sait, c'est un produit qui pousse sur des pentes arides. Alors nous avons des terrains propices à cette marchandise. Une preuve peut-être que la production de produits régionaux haut de gamme permet à de petites entreprises qui sur la carte paraissent éloignées des grands axes de communication de continuer à exister et même se développer dans leur cadre naturel. Vivre près de la nature, c'est aujourd'hui un plus qu'il faut savoir valoriser. Du temps, ou plutôt où le temps semble avoir déposé ses sédimentations successives. Le musée de Sceaux est de cela, l'un des plus vieux musées municipaux de France où se retrouvent pêle-mêle stèles romaines et vieilles encyclopédies. Paul Courin, l'ancien conservateur, sait faire parler les choses, les pierres et rendre au passé sa magie, même à propos d'un sarcophage. Pendant le percement du canal de Suez, il y avait un docteur de Cadonnet, qu'on appelait le docteur Monge, qui était là-bas pour la médecine du travail. Et à la fin des travaux, quand il est retourné, il est allé à Thèbes et il a ramené ce sarcophage chez lui. À sa mort, Madame Monge, sa veuve, n'a pas voulu garder ce sarcophage chez elle et l'a mis en vente. Et c'est le musée de Sceaux qui en a fait l'acquisition. Il y avait un peintre du pays, puisqu'il était de Monnieu, Évariste de Valerne. C'était des nobles de Monnieu, quoi. C'était un peintre en renom, il avait exposé à Paris, et à Paris, au Louvre, on a fait une exposition de ses œuvres. Et ce tableau, il l'avait à Paris. Seulement, comme nous avions, nous, le testament de M. de Valerne, comme quoi tout ce qu'il avait dans sa maison, à sa mort, il avait légué à la commune de Sceaux, on a pu le récupérer. Ce pays de Sceaux, là, c'est un pays qui était un peu à part, ni Provence, ni Comtat, et une espèce de terre de refuge de beaucoup de gens. Vous pouvez dire que nous étions complètement à l'écart. Quand le premier percepteur est arrivé à Sceaux, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, les Saltésiens? Ils ont dit, monsieur, on ne vous connaît pas, donc on ne vous veut pas du mal, mais on vous donne 24 heures pour déguerpir, parce qu'ici, on n'a pas besoin de... Débarrassé pendant un certain temps des travaux des champs, on se livrera, en attendant la neige, à quelques plaisirs bien mérités. Plaisirs que seuls savent apprécier les hommes du terroir, ces hommes qui vivent pour leur maison, leur terre, leur montagne, et qui, même avec des conditions de vie plus faciles, ne voudraient changer. Avant que ne recommence le cycle des soins incessants requis par les cultures, l'hiver a pris sa place. Comme ceci, c'est le ramage de la grille ou le chant d'amour. Je vais vous le faire, oui. Un cim passionat come lo mestre. Aquí. D'accord? Il dit bon cin de casa. Parce que dicono che un po' la pazienza, perché cosa fai? Bon, come dice in caso un pa, aqui. Ah, il faut qu'ils tiennent des coups de fusier, tout de tout pichon, il faut qu'ils fassent du gibier bonne heure. Et après, sur un pichon, commencer à les faire obéir et commencer à les dresser. Et faire sentir les gibiers? Ah, il faut les faire sentir bien joints. Bien joints déjà pour réveiller un instinct de casse. Alors, en de qualité naturelle, et
Après, il faut travailler à mettre tout d'accord. Il faut arriver à en faire une bonne chip. Il faut donner aussi l'obéissance parce que autrement, c'est que voilà. On fait partir le gibier très, très jeune, le cassage, il ne faut pas le tirer. Et lesquels ou meilleur pour les sangliers? Ah, mais pour les sangliers, il est courant, quoi. Bon. Hein, il est courant. Ici, dans la région, il y a pas mal de Gascons saint-Denis, des bleus de Gascogne. Il y a des griffons, il y a un peu de tout. Il s'agit de ce qui s'adapte bien, quoi. Ne craignons pas trop la carne, ni maille. Après le Chimbouraï, il va créer le Chindaplan. Démonstration et mêler panier au breton. Aïe, aïe, aïe. C'est tout bon, hein. Allez. Eh bien, allez, allez. Vieni ici, vieni. Ah, c'est aquí. Allez, doucement, doucement, doucement. Voilà. Enco des pas Mauric s'éveille toute une tiers des Chindarest et maille des Épagneaux. Les braques auvergnats, français et allemands espèrent une maître appassionnée et amoureuse d'Ibest. Voilà. Et ici, une braque allemand à la recherche d'une perdiga ou escondu. Doucement, doucement. 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 Dai, dai. Aqui, dau. Dau. Cuite-te. Dans le pays de Sceaux, tout un chacun sait au moins reconnaître la lavande fine, qui ne pousse que dans ses hauteurs, du lavandin. Encore n'est-ce là qu'un rudiment de connaissance. Ici, nous avons des lavandes très bleues, d'un type fragrance, parce que l'épi est très court. Sinon, on a un autre type, avec un épi un peu plus long, qu'on pourrait appeler delphinis. C'est toujours de la lavande fine. On dit lavande fine en parfumerie, sinon son nom latin, c'est lavande vraie, ou lavandula vera. Et son nom botanique, c'est lavandula angustifolia, parce qu'elle a une feuille fine. C'est la plus recherchée pour le parfum. C'est celle qui a le parfum le plus fin et le meilleur, qui est reconnue la meilleure lavande dans tout le monde entier. Alors ici, nous avons des lavandes roses. Nous pouvons les appeler lavandula angustifolia rosea. Les lavandes sont très pollinisées par les insectes, les papillons ou les bourdons. Et du fait d'une pollinisation, les fleurs peuvent changer de couleur et passer du bleu, devenir rose ou blanche. Alors ça, c'est le lavandin commun ou lavandin intermédiaire. C'est un plant que nous avons bouturé sur un plant sauvage près de Javon, où on peut trouver les deux espèces, lavande fine et lavande aspic. Et quand deux espèces se rencontrent, elles sont très souvent pollinisées. Les abeilles mélangent les pollens et la plante qui reçoit le pollen va grossir. Et de ce fait, on va l'appeler grosse lavande ou lavandin. Alors à partir de ce lavandin, on va le bouturer, on va faire des sélections. Et c'est ce qui va être intéressant pour la distillation, parce que le lavandin sauvage donne très peu de rendement. Donc on va faire des sélections pour avoir plus de rendement, et c'est ce qu'on va mettre en culture. Donc ici, nous avons le lavandin super. Il a une inflorescence qui ressemble beaucoup à la lavande fine, et on retrouve les bractées comme la lavande aspic. C'est encore un clonage. Donc c'est un clone. Celui-là, il a été sélectionné pour le parfum. Il a une note fleurie qui rappelle un petit peu la lavande fine, et il est utilisé pour parfumer les savons. Les lavandes, c'est une famille très nombreuse. Oui, à l'état spontané, on peut trouver jusqu'à 41 espèces dans des pays différents. Aussi bien en France qu'en Espagne, au Portugal, en Asie, en Somalie, en Inde, dans beaucoup de pays. Et encore, on n'a pas vu les variétés ornementales. Non, sans compter les clones et les cultivars. Vous avez droit au départ lancé. Le concours de coupe de lavande chaque année est l'occasion de se remémorer l'ambiance de la récolte qui jusqu'aux années 60 se faisait à la main. Armé d'une faucille et ceint d'une saquette, un bon coupeur pouvait remplir de lavande son bourras en 10 minutes.
En 10 minutes, j'en ai fait 31 kilos il y a 4 ans. Il y a 4 ans seulement? Il y a 4 ans. Et j'avais 77 ans. C'était un travail dur? Ah, c'est un travail qui était très pénible. Et au début, on avait principalement des ouvriers italiens qui, eux, avaient l'habitude de couper le blé, de couper le foin à la faucille. Et ils venaient faire 2 mois d'extra ici pour la lavande. Il y a 2 sortes de faucilles. Il y a la faucille qui est en acier véritable et qu'on n'enchaple pas, on fait que l'aiguiser. Et il y a la faucille qu'on enchaple, et celle-là, elle est en tôle emboutie, quoi. Et elle est plus légère. Il y a des gens qui coupent à main droite, d'autres à main gauche. Il faut une outil spécial pour la main gauche. Et on ne se coupait jamais? Oh si, ça arrive. Même on se fait piquer par les abeilles. Hein. Parce que dans la poignée, souvent, on serre des abeilles. Et quand on les serre, partent. Mais quand il y en a des milliers qui vous ont piqué, ça n'en fait plus. Et puis la lavande, elle soigne tout ça? Ah oui, la lavande, ça désinfecte et tout. Et ça cicatrise aussi? Ça cicatrise aussi. Et à l'époque, on était payé au poids? On était payé au poids, environ 1 franc le kilo. Dans la colline, on payait 1,25, 1,50, parce que c'était plus difficile. Il y en avait des mauvais coupeurs qui, eux, ils voulaient faire du poids. Ils glissaient un caillou dans le bourras. Mais quand le patron s'en apercevait, au lieu de lever 2 kilos de tard, il en levait 5. Sur tout le plateau, on remarque aussi beaucoup de ruches, de place en place, de préférence à proximité des champs de lavande. Un pays de rêve pour les apiculteurs. Ah, bien sûr, Sceaux est un pays, disons, c'est la capitale vauclusienne de la lavande. C'est pour cette raison-là que ça attire beaucoup d'apiculteurs transhumants. Et en période où il y a la floraison des lavandes, des lavandins, sur le canton de Sceaux, il faut compter qu'il y a entre 15 000 et 20 000 ruches. En plus des ruchers sédentaires comme le mien. Et il y a beaucoup d'apiculteurs locaux? Pas des masses, de petits apiculteurs qui ont quelques ruches dans les fermes pour leur provision personnelle, quoi, sans plus. C'est un complément? Oui, c'est un complément. Remarquez, il y en a qui en tirent un petit profit aussi. Hein. Ça, c'est certain. Parce que dans l'apiculture, il y a l'amour de l'abeille. Ça, c'est une question de base, disons. C'est ce qui me... Moi, je suis concerné, j'ai toujours aimé les abeilles, et c'est primordial. Oui. En plus, il y a la rentabilité, c'est certain, quoi, parce que quand même, il y a un travail énorme à faire, une grosse partie de l'année. C'est quelle race d'abeilles? Ici, ce sont des abeilles noires. C'est la race rhodanienne, mais enfin, il y a eu des introductions. Moi, pour le premier, j'ai fait des expériences avec des abeilles italiennes qui sont plus résistantes aux maladies. Donc, j'ai fait souvent des croisements et ça donne de très bons résultats. À propos des transhumants, là, ça doit poser des problèmes de transmission de maladies, non? Ben, c'est sûr. Par exemple, vous avez le varroa là, qui est installé en France depuis déjà quelques années. C'est un parasite qui arrive d'Asie et il est arrivé en France. C'est la transhumance qui est en cause, quoi. Parce qu'il ne serait pas venu d'Asie tout seul. Alors vous faites principalement du miel de lavande? Ben, lavande et toutes fleurs. Parce que moi, vous voyez, j'ai de grosses ruches. Je ne fais pas de transhumance. Oui. Mon produit est local. Seulement, on a l'avantage que la récolte est échelonnée. Les lavandes fleurissent en premier à partir de fin juin, vous voyez, jusqu'à fin juillet. Et les lavandins prennent la suite normalement, les années normales, jusqu'au 15 août, par là. Vous voyez. Ça fait que les abeilles ont le temps de récupérer pas mal de nectar dans cette période. Et effectivement. Parce qu'elles font leur provision. Et les hausses que je récolte dans un mois et demi. Hein. Donc c'est assez réduit en temps pour qu'elles puissent faire toutes leurs provisions. Souvent, quand ça donne bien le matin, parce qu'il faut qu'il y ait une humidité de l'air, vous voyez, pour que les lavandes produisent ou les lavandins. Et à ce moment, elles arrivent chargées, souvent elles tombent avant la ruche, tellement elles sont chargées.
elles sont épuisées souvent. C'est d'ailleurs pour ça qu'en période de récolte, les abeilles vivent très peu longtemps. Elles vivent au maximum 4 semaines là, en été. Alors que les abeilles qui naissent fin septembre, début octobre, elles passent l'hiver, elles sont en hibernation, elles arrivent à vivre jusqu'au mois de mars, jusqu'aux nouvelles naissances qui feront les essais nouveaux pour l'année suivante. Parce que là, les ruches, à saut, du fait que je ne les déplace pas et que l'hiver est très long, il leur faut à peu près 20 kg de provisions à chaque ruche pour passer l'hiver. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai levé uniquement les cadres de hausse, j'ai laissé les cadres pleins en bas. Au niveau de la vente, on ne distingue pas le miel de lavande ou de lavandin? Non. Enfin, moi, par exemple, je le fais souvent. C'est-à-dire le miel de lavande est légèrement plus coloré que le lavandin. Mais question goût, il n'y a pas une grande différence. Vous voyez. Enfin, dans l'ensemble, ça se mélange, quoi. Puis il y a des possibilités de brasser le miel, de faire une couleur uniforme. De toute façon, c'est un miel qui est très apprécié. Ah oui, de plus en plus. Ouais, même les étrangers, les Allemands principalement, quand ils ont commencé à venir sur la région, ils voulaient que des miels foncés, des miels de printemps. Et quand ils ont connu le miel de lavande, maintenant j'ai pas mal de clients allemands qui préfèrent quand même le miel de lavande. Le pays dispose de beaucoup d'atouts, notamment son paysage, proposé à l'UNESCO au titre du patrimoine mondial, et dans lequel on sait que justement, la lavande joue un grand rôle.